Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces plateaux spéciaux consacrés aux 30 années de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo avec une superficie de 2 345 409 km², 450 ethnies, 145 territoires et 26 provinces. La République démocratique du Congo vit une situation particulière, unique, puisque c'est le vaste pays de l'Afrique centrale avec plusieurs communautés, mais qui ne se rentrent pas dedans la dimension du voisin, notamment le Rwanda, avec 3 ethnies. Et à la clé, nous avons eu les génocides rwandais de 1994. Est-ce qu'il existe des problèmes des communautés, des problèmes de cohabitation entre communautés? Est-ce qu'il existe une crise identitaire dans l'Est de la RDC? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Et si cela est vrai, qui est derrière ça? Quel est l'effet recherché en mettant en avant-plan la crise identitaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Justement, pour en parler avec nous sur ce plateau, j'ai invité M. Julien Paluku Kaongia. C'est l'actuel ministre, bien sûr, du gouvernement sortant, ministre de l'Industrie. Il a été pendant 12 ans gouverneur de la province du Nord Kivu. Il a travaillé même dans la petite territoriale. Il a été administrateur du territoire assistant ou adjoint. Il a été administrateur du territoire. Il a été même maire de ville parce qu'il a été à Butembo, à Lubero. Il a géré toutes ces villes, fort de son expérience. Nous l'avons approché sur ce plateau. Bonsoir, Excellence. Oui, bonsoir. Et bienvenue. Merci. Juste à sa droite, nous avons invité dans cet échange l'honorable Enoch Sebineza. Il est notable de la communauté Banyamulenge, expert des questions de conflit dans la région des Grands Lacs. Il a participé plusieurs fois à des discussions pour le retour de la paix dans la région des Grands Lacs, à des dialogues. Nous allons donc profiter de son expérience pour nous parler justement de cette question de cohabitation entre communautés en République démocratique du Congo. Et à ma gauche, j'ai associé à cette discussion une princesse. Il s'agit de Madame Linda Bauma. Elle est avocate de formation, princesse du groupement Kamuronza dans le territoire de Massissi. Elle est de la lignée du Mwami Bauma Bitsibu wa Boulenda. Je pense que j'ai bien prononcé le mot. Bonsoir. Très bien, merci. Bonsoir. Bienvenue Madame Linda. Merci beaucoup. Et à sa gauche, un habitué de ce plateau, il s'agit du professeur de communication, le professeur José Adolphe Voto. Il est analyste politique. Bonsoir professeur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je me tourne du côté du ministre Julien Paluku. Vous êtes notable du Nord Kivu. C'est là que vous avez affûté vos premières armes en politique. Vous avez été pendant 12 ans gouverneur de la province du Nord Kivu, que vous avez su gérer d'ailleurs avec dextérité, parce qu'en 2013, les M23 ont été vaincus alors que vous étiez gouverneur, même si aujourd'hui il y a la résurgence de ces mouvements terroristes. Dites-nous, la main sur les cœurs, est-ce qu'il existe des problèmes de cohabitation entre communautés dans la province du Nord Kivu? Oui, mais merci beaucoup. Je pense que, M. Oscar, c'est une question très très difficile à laquelle nous allons nous efforcer de répondre. Mais d'emblée, je dois préciser que dans tous les pays du monde, il y a des conflits. D'ailleurs, une société sans conflit, c'est une société qui n'existe pas. Parce que les conflits, en fait, montrent une dynamique qui est observée au sein de la société. C'est ça la définition, en fait, des conflits. Alors, la RDC, vous l'avez bien dit lorsque vous plantiez les décors, a plus de 450 ethnies. Les Nord Kivu, les Sud Kivu ont chacun près d'une dizaine de communautés qui vivent ensemble depuis belle lurette. J'ai été, comme vous l'avez dit, à la fois administrateur des territoires, maire de ville, gouverneur de la province du Nord Kivu. Je n'ai pas senti en fait un problème identitaire. Je n'ai pas senti un problème identitaire. Ce qui se passe au Nord Kivu, c'est comme ce qui se passe ici dans l'ex-Bandundu,
avec les conflits À Kwamouth. à Kwamouth précisément, comme ce qui se passe à Nituri avec les Codeco et les autres, comme ce qui s'est passé dans l'espace Kasaï, comme ce qui s'est passé avec les Ignélés à l'Équateur. Mais le problème ou la spécificité du Kivu, c'est qu'il y a une très mauvaise définition des minorités. En fait, au Rwanda et au Burundi, il y a 2 à 3 communautés, c'est-à-dire Hutu, Tutsi et Twa, dans les 2 pays. Et lorsque vous définissez une minorité dans ces pays, on sait l'apercevoir. Et c'est par rapport à quoi, justement? On sait l'apercevoir sur le plan démographique. Parce que quand on voit par exemple les Hutus au Rwanda, avant comme après le génocide, et bien entendu au Burundi, ils représentaient autour de 80-85%. Et donc les autres, parce que là, il y a eu un problème où on mettait même les noms de la communauté sur la carte d'identité. Hein? Au Rwanda, à un moment donné, vous devriez vous présenter avec votre carte sur laquelle on devait lire que vous êtes Hutu ou alors que vous êtes Tutsi. Et ils ont réussi à identifier en fait le nombre de Hutu et le nombre de Tutsi. Alors cette réalité au Rwanda et au Burundi, les combles, c'est on l'a transposé sur la République démocratique du Congo avec les conflits qui ont eu lieu dans ces pays. Parce que les conflits au Rwanda et au Burundi ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà en 1959, il y avait des conflits au Rwanda. La même période au Burundi, à 72 au Burundi, à 93, 90 au Rwanda, lorsqu'on a abattu les 2 présidents, à 93 au Burundi, lorsqu'on a abattu le président Ndadaye. Et donc, ces conflits des 2 pays sont transposés sur la République démocratique du Congo pour chercher à faire croire qu'il y a aussi des minorités en RDC comme celles qu'on observe au Rwanda et au Burundi. Alors que c'est faux. Et ça ne marche pas. C'est faux, pourquoi? Les Congolais vivent toujours ensemble. Ils ont les vivre ensemble depuis longtemps. Les Congolais d'expression, parce que les migrations qui ont eu lieu ont fait que les peuples soient de part et d'autre des frontières. Les Congolais qui sont au Congo, qu'on appelle régulièrement Tutsi et Hutu, eh bien, n'ont jamais, selon toutes les analyses, démontré que au Congo, les Tutsis sont minoritaires. Parce que si vous allez même dans la province du Nord Kivu, vous allez trouver que les Houndé, qui sont dans les Massissi, constituent une minorité. Lorsque vous descendez dans les territoires de Walikale, vous trouvez que les Nyanga et les Kano, particulièrement, les Kano sont une minorité si on prend l'ensemble de la province du Nord Kivu. Alors, lorsqu'on définit la minorité, on devrait se référer à la République et non pas à la province. Ce qui fait que, parce que quand on définit la minorité au Rwanda, on ne la définit pas par rapport à une province du Rwanda. On la définit par rapport à la République du Rwanda. Mais les pièges dans lesquels nous sommes, c'est qu'on cherche à définir les minorités au Congo par rapport à la province. Et c'est là où nous tombons. Merci, professeur Voto. Si je comprends très bien l'analyse, l'argumentaire avancé par le gouverneur Julien Paluku Kaongia, donc le problème des minorités, c'est un faux problème, un faux débat. C'est un faux débat parce que vous venez de dire 450 ethnies, toutes ces ethnies sont minoritaires. Toutes les 400 ethnies sont minoritaires. Là, vous soulevez encore un autre pan du voile. Oui, parce que quelle est l'ethnie majoritaire? Alors il faut faire les statistiques pour dire que bon, il y aurait peut-être une ethnie qui est sur le plan démographique, elle est plus nombreuse que les autres, mais on va faire la liste des ethnies. Mais il y aura des ethnies plus minoritaires que les communautés Tutsi, parce que de ça qu'on parle souvent, ou les communautés Hutu. Donc ça, c'est vraiment un faux débat. Et des problèmes identitaires, moi je dis qu'il n'y en a pas. Il y a des incidents, selon les circonstances, où peut-être il peut y avoir des tueries, pas parce qu'on veut exterminer une communauté, parce que, figurez-vous, depuis les génocides du Rwanda, depuis qu'il y a eu ce déversement de populations rwandaises au Congo, vous n'entendez jamais parler qu'il y a eu, qu'on s'est attaqué à une communauté et qu'on a donné les statistiques. Ça n'existe pas depuis 30 ans. Quel est l'incident qui a fait qu'on s'est attaqué aux Tutsis? Ça s'est passé où? Ou qu'on s'attaque exclusivement aux Hutus. Je sais qu'il y a le cas de 1998, lorsque Mouzé a demandé aux Rwandais de rentrer. C'était clair.
James Kabarebe était rwandais. On n'a pas demandé aux Congolais de rentrer. On a demandé aux Rwandais de rentrer chez eux. Mais il y a des gens qui se sont identifiés aux Rwandais. Et ça a créé des tensions. C'est vrai qui étaient même dans les institutions de la République. République. Même chez les institutions, on démissionnait pour rentrer à Kigali. Mais ce n'était pas des Tutsis qui étaient visés. Vous voyez, vous êtes ce qui s'est passé dans le Bandundu, entre Teke et Yaka. Ça ne s'est jamais passé dans le Kivu. Est-ce qu'il y a un cas où deux communautés se sont levées dans l'intention de tuer l'autre communauté ou de les exterminer? Ça ne s'est jamais passé. Donc, les politiques se fondent juste sur cet argument comme prétexte pour mener leurs actions. Madame Linda Bauma, vous pensez, comme l'a dit le professeur Adolphe Voto, il y a une politisation, une certaine politisation de cette question des minorités ou Tutsi en RDC, et avec peut-être des visées machiavéliques. Mais oui, absolument. Comme il l'a dit, on a 450 ethnies, ça veut dire que tous, nous sommes minoritaires, déjà, si on y va dans cette optique-là. Mais là où arrive maintenant la question des minorités va arriver sur la représentation au niveau des instances de prise de décision, dans la gouvernance des provinces ou bien de l'État, et où on va peut-être commencer à chercher des noms ou les noms de qui est ressorti. En même temps, cela va aussi arriver avec la répartition des ressources. Voyez-vous, lorsqu'on accueille les réfugiés rwandais dans le Massissi, les terres, les ressources doivent être repartagées. Et là, vous faites allusion à l'année 94, avec l'afflux des réfugiés rwandais sur le sol congolais. Exactement. Et donc, lorsque vous les accueillez, et ils sont restés pendant très longtemps, où est-ce que vous allez les mettre? Certains réfugiés ne sont pas rentrés, n'est-ce pas? D'où même la raison du Rwanda de vouloir attaquer la RDC en disant voilà qu'ils continuent à poursuivre les FDLR. C'est peut-être des personnes qui sont finalement restées par choix en RDC. Et que donc aujourd'hui les ressources, lorsque vous accueillez des personnes dans une communauté, vous devez savoir comment est-ce que vous arrivez à leur donner à manger. Donc peut-être céder une partie d'un champ pour l'élevage ou autre chose. Et ça va créer des dynamiques de conflit qui est normal dans une communauté parce que c'est une preuve d'existence de la communauté. Et c'est d'ailleurs, le conflit peut être un vecteur de la reconstruction, de construction des communautés fortes. Seulement, lorsqu'on commence maintenant à les politiser, à utiliser certains, on va dire, à chercher à voir des problèmes là où il n'y en a pas. Donc à chercher le pouce sur la tête d'un chauve. Exactement. C'est là que arrivent maintenant les problèmes. Il y a beaucoup de manipulations politiques qui vont venir derrière, mais c'est pour des intérêts totalement égoïstes, parce qu'à la fin de la journée, ces communautés ont vécu pendant très longtemps ensemble. Madame Linda Bauma, une petite question de curiosité. Je voudrais savoir si les Hutus ou les Tutsis qui sont identifiés au Rwanda, ce sont les mêmes qu'on retrouve au Congo. Les Hutus, enfin, si on remonte dans l'histoire de la RDC, avec avant la colonisation et toute cette histoire et les migrations, on verra que nous sommes tous des populations qui ont fait des migrations, n'est-ce pas? Les Hundés, les Nandés sont venus de l'Ouganda et ont traversé les frontières. Certains se sont établis dans le Grand Nord et les Hundés ont continué. N'est-ce pas? De la même manière que les Hutus et les Tutsis. Quand on rentre dans l'histoire des royaumes, et l'histoire du royaume de la RDC, on va retrouver que Goma avant s'appelait Ngoma. Et on raconte que lorsque un Mwami marie sa fille, si tu viens, ça veut dire si tu viens épouser dans ma famille, on te donne. Parce que vous êtes une princesse d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Votre papa, qui est de la lignée des Bauma Bissibou, il va donner une terre et des vaches aussi. Alors, on va vous donner une terre et on dira, allez là-bas et construisez votre famille, n'est-ce pas? Et ça se fait beaucoup dans les communautés africaines. Et vous allez voir donc la mixité des populations. On va voir et ça se marie et on fonde des familles. Donc aujourd'hui, après, quand il y a eu maintenant l'établissement de frontières, bien sûr qu'avec la frontière, on va avoir certains d'un côté d'un pays et les autres d'un autre côté du pays. Donc on a su séparer le peuple, mais pas la culture, les communautés. C'est ce que vous vouliez dire. Oui.
J'ai vu le doyen, l'honorable Enoch Sebineza, en train d'acquiescer ce que vous disiez tantôt. Donc, le peuple ou les communautés qui se trouvent dans telle ou telle autre région, elles sont à ces endroits-là par le fait de la migration, c'est ça? Bien sûr. Comme on a dit, partout au monde, les peuples sont issus des migrations. Et le Congo n'a pas échappé. Je ne sais pas si je peux directement continuer sur les deux questions que vous avez posées aux co-débatteurs ici. Sur la question des minorités, sur la question... Si vous pouvez rapprocher les micros, voilà, nous voulons entendre votre... Parce que vous dites est très important. Je ne sais pas si... Maintenant, c'est bon, ça va. Sur la question des minorités, sur la question de l'identité, c'est à la fois oui et non. Moi, je considère que dans notre pays ici, on a créé des minorités. Qui n'existaient pas. On les a créées. On les a créées. Donc, il y a la politisation de la question, c'est ça? Je vais m'expliquer. On a créé des minorités. Et je répète, comme les autres, le ministre Julien l'a dit, je pense au Nord Kivu, mais surtout le Sud Kivu, d'où je suis originaire, que je maîtrise. En réalité, on n'a jamais eu de conflits de communautés. Une communauté qui s'élève d'un village à l'autre, qui attaque une autre communauté. Ça n'a jamais été au Sud Kivu. Mais la politique a créé autre chose. La minorité qui a été créée par la politique, je localise ça en termes d'années. Au Sud Kivu, je pense aussi au Nord Kivu, ça a commencé vers les années 80 avec la question de la nationalité. Excusez-moi, peut-être avant de vous laisser continuer, je voudrais savoir, parce que vous parlez de la politisation de cette question, est-ce que c'est à l'interne ou à l'externe? C'est à l'interne, au niveau du Congo, au niveau national. C'est à l'époque que la question de la nationalité de certaines communautés au Kivu, notamment les Tutsis au nord Kivu, Rutshuru et Masisi, et les Banyamulenge au sud Kivu, et même les Hutus au nord Kivu. Cette question de nationalité les a concernés. Et vous, vous êtes notable de la communauté Banyamulenge au sud Kivu, dans la plaine de la Rusizi. Du sud Kivu. Et depuis cette époque, je me rappelle, en 82, c'était à l'époque du MPR, on a interdit les candidatures des Tutsis au nord Kivu et les Banyamulenge au sud Kivu, en les stigmatisant qui sont des étrangers. Je suis en train d'expliquer comment on a créé une minorité. Ça, c'est en 82. 82. 87, aux échéances électorales, on est revenu à la charge, en excluant encore ces communautés. Mais je voulais souligner que avant 80, il y avait des conflits ordinaires. Et je vais souligner que le père de l'actuel ministre des Infrastructures, Guissaro, qui était lui-même Guissaro, Isaac Guissaro Frédéric, paix à son nom, parce qu'il est mort dans des circonstances on ne peut plus dramatiques. Il a été désigné député en 1970. À l'époque du MPR, les députés étaient désignés. Et en 1977,
il a été élu. C'était au suffrage universel, comme aujourd'hui. Dans le territoire d'Uvira, ils étaient élus à 2. Et il était élu, en tout cas pas seulement par les Banyamulenge, puisque justement, si on devait compter sur nous, il ne devait pas passer. Il a été élu par les Bafoulirs qui sont majoritaires dans le territoire d'Uvira. D'Uvira au sud Kivu. Et même quand, justement, en 80, 82, 87, à la CNS, on nous a refusé même de participer à la CNS, Conférence nationale souveraine. Nous, les Banyamulenge, on n'a pas participé. Les Tutsis du Nord Kivu, ils ont participé. Les Hutus du Nord Kivu, ils ont participé. Je pense en 93. Là, vous parlez de l'histoire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a stigmatisation aujourd'hui oui, de je ces suis communautés? entré. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, oui, est-ce qu'on parle encore de la stigmatisation oui, de ces communautés, de la communauté Banyamulenge, des Tutsis, des Hutus qui vivent dans cette région? Oui, permettez, je suis en train d'expliquer à ceux qui nous écoutent comment on a construit cette minorité qui n'a rien à voir avec les conflits entre les communautés. Puisque, je le répète, on n'a jamais eu de conflit de communautés au sud Kivu et je pense aussi au nord Kivu. Jusqu'à ce que, justement, la guerre est venue en 96. Et la guerre est venue en 96. La guerre de l'AFDL. De l'AFDL, dans ce contexte-là, où justement, vous rappelez, tout le monde le sait, ici, au Palais du Peuple, quand on a chassé au HCRPT, le patriarche Rwakabouba, le père de Magui Rwakabouba, on a chassé même quelqu'un qui n'était pas Tutsi, qui n'était pas Hutu, un certain Kalegamire, qu'on l'a associé, on a dit, bon, je ne sais pas par quelle magie, c'était Havu, on l'a chassé, qui n'était pas congolais. On l'a chassé, Elvis Moutiri, que vous connaissez, il est souvent au gouvernement ici, on l'a chassé. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé, qu'on a stigmatisé les communautés à laquelle appartiennent ces politiciens. Et on va y arriver peut-être, au niveau du discours de haine, comment ça continue. C'est encore les politiciens. Et donc, excusez-moi de vous interrompre. Ouais. Je ne suis pas contre, vous êtes libre, ce sont vos opinions, c'est votre point de vue. Moi, je voudrais savoir, en 2024, vous parlez de 82, 85, la guerre de l'FDL en 1996, et aujourd'hui en 2024. Est-ce que cette stigmatisation, elle est encore démise? Par exemple, sur la plaine de la Ruzizi, à Rutshuru, vous parlez de Magui Rwakabouba, dans les Rutshuru et dans d'autres coins de la province du Nord Kivu. Bon, je pense, oui, ça existe, puisque vous vous rappelez que même le chef de l'État, dans le briefing de la fois passée, lui ne cesse de dénoncer ça. 30 ans, ça suffit. Dans notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations lubaphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire, voilà, on va défendre les Téké à Kwamut, etc. Donc, c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier, en tout cas, président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause.
Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. 30 ans, ça suffit. Et donc, ce que les politiciens, à l'époque, ont laissé dans l'opinion, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça circule. Ça circule. Peut-être ce n'est pas une indiscrétion, on le disait même avec madame, à le voir aujourd'hui, dans certains milieux, on peut les stigmatiser qu'elle est Tutsi. La question lui sera posée tout à l'heure pour savoir si elle a déjà été stigmatisée une fois ou pas. Et donc, dans l'opinion a été intoxiquée par les politiques. Cette affaire n'a rien à voir avec nos problèmes. Merci, Enoch. Monsieur Julien Paluku Kaongia, vous avez suivi religieusement Enoch Sebineza, l'honorable Enoch Sebineza, qui est notable de la communauté Banyamulenge, qui est localisée plus dans le sud Kivu. Est-ce que ce discours est encore démis aujourd'hui, la stigmatisation d'une communauté par rapport à une autre, et c'est à quelle proportion? Moi, je pense que l'histoire nous a appris à connaître ce qui s'est passé, mais il y a 2 ou 3 choses. La première, c'est que la Constitution de 2006 a déjà réglé les problèmes. C'est-à-dire tout Congolais qui a été dans les limites des frontières en 1960, notre Constitution, qui est passée au référendum, a déjà réglé la question. Et la nationalité en masse a été donnée aux gens. Il n'est plus aujourd'hui question de dire tel n'est pas Congolais, tel est Congolais. Si seulement il s'est retrouvé dans les limites des frontières congolaises en 1960, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre Constitution. Deuxième chose, la question de Hutu et Tutsi, qui est souvent soulevée, est un faux problème. En RDC, c'est un problème au Rwanda. Il faut que les gens le sachent. C'est un problème au Rwanda, mais pas en RDC. Pourquoi? Parce que vers la fin des années 80, je crois aux élections de 87, Rwakabuba a été élu député national au Nord Kivu, commissaire du peuple à l'époque. Vous voulez parler du père de Magui Rwakabuba, l'ancien ministre. Je vous donne un deuxième exemple. Moïse Nyarugabo, qui est Munyamulenge, a été élu sénateur ici à Kinshasa. Troisième exemple, je vous donne Mwanga Chuchu, qui est aujourd'hui aux arrêts, qui est Tutsi. Il a été élu député national dans les territoires de Massissi, où les Tutsis n'ont pas la capacité de faire passer un élu. Donc c'est pour vous dire que cette question de Hutu-Tutsi en RDC, c'est un faux problème politisé par le régime de Kigali pour inoculer les venins de la division ici en RDC et nous mettre à couteau tiré pour tirer des dividendes au niveau international. Parce que tout simplement, il y a eu génocide au Rwanda que tous nous condamnons, c'est la cruauté. Moi, en 1994, j'étais professeur à Goma. J'ai vu comment les gens sont entrés dans la ville. Et j'ai vu ce qui s'est passé au Rwanda, c'était la cruauté. Et donc, moi, je considère que la cruauté au Rwanda est en train d'être exportée en République démocratique du Congo et chercher à nous vêtir de la cruauté qui n'est pas dans les chefs des Congolais. Mais parce avec que la complicité de certains Congolais, mon frère Enoch, acteurs politiques congolais, évoque un aspect, c'est un aspect important. Il n'y a jamais eu en République démocratique du Congo, encore moins au Nord Kivu, au Sud Kivu, 2 communautés qui se sont affrontées, qui se sont tuées jusqu'à aller vers le génocide. Le génocide est impossible en République démocratique du Congo. Il est impossible parce que c'est 450 ethnies qui vivent, qui cohabitent ensemble, mais là-bas c'est 2 ou 3. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Donc 3 ethnies qui cohabitent mais qui parlent la même langue. Oui, là, ils parlent la même langue, ils cohabitent. Donc quand il y a un mal qui se produit, si ce n'est pas l'un, c'est alors l'autre. Et donc là, il y a possibilité d'un crime de masse. Tandis que ici, si ce n'est pas l'un, c'est le 449e, c'est le 448e,
c'est le 430e. Donc il n'est pas possible qu'il y ait des gens qui s'associent pour aller tuer d'autres. Et je l'ai dit, la définition des minorités doit se faire par rapport au pays, à l'échelle et non nationale. pas par rapport à un territoire, par rapport à une province, par rapport à un secteur. C'est là le piège dans lequel l'ensemble des Congolais tombent. Merci, Je l'ai bien ministre. démontré par les quelques têtes qui se sont fait élire, là où ils n'ont même pas d'électeurs, mais parce qu'au Congo, on élit les intelligences, on élit les gens qui savent bien défendre les intérêts. On ne voit même pas les faciès des gens quand on fait les élections. Sinon, certains peuples ne seraient pas représentés dans les assemblées électives. Puisque vous parlez des faciès, à ma gauche, il y a Madame Linda Baouma, n'est-ce pas? Oui. De prime abord, quand vous la regardez, vous pouvez me dire que c'est une Tutsi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être prise à partie? Elle ne pourra jamais l'expliquer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être prise à partie du fait que de votre physionomie? Parce que être attaqué ou recevoir des propos parfois malencontreux à votre endroit, du fait de votre faciès, vous taxant d'appartenir à telle ou telle autre communauté? Oui, absolument. Alors, beaucoup plus de violence verbale, pas de violence physique, heureusement. La seule chance ou la seule protection que nous avons eue, c'est que, enfin, d'être issu d'une famille des notables, et donc on sait déjà que c'est la fille d'un tel. Mais en même temps, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on vous met tous dans le même lot. Voilà, vous êtes des Tutsis et tout ça. Ou alors on te dit, ah ben, il faut rentrer là chez vous au Rwanda. Ou alors on va même te demander quelquefois comment tu as eu ton passeport congolais. Parce que voilà, tu ne devrais pas être ici. Ou tout simplement, vous rentrez dans un bureau, on vous dit, ah, on accueille les Rwandais ici maintenant. Donc tout ça, tous les jours, on y fait face. Et pour moi, je peux le prendre peut-être au second degré. Parce que je sais que de toutes les façons, je suis congolaise et je crois en la nation. Je crois que la notion de nation, c'est une notion qui est très importante à reconstruire en RDC. Au lieu de se poser seulement sur une ethnicité, nous avons tous le même passeport. Et lorsqu'on rencontre tous les autres Congolais à l'étranger, il y a des grandes communautés des Congolais qui ne voient pas le territoire duquel vous venez ou de 450 ethnies d'où vous venez. Non, seulement nous sommes tous du passeport congolais, nous sommes tous du sang congolais. Goma, c'est à la limite avec le Rwanda. Goma fait frontière avec la Kigali, avec des villes rwandaises. Il vous arrive souvent de traverser la frontière. Et quand vous êtes de l'autre côté de la frontière, comment vous considère-t-on? Alors, une petite anecdote. Vous savez, le trafic économique et même individuel entre le Rwanda et le Congo et Goma, Goma et Gisenyi, il est vraiment énorme. Plusieurs personnes, certaines personnes vont vivre à Gisenyi, d'autres vont venir. Voilà. Mais voilà, exactement. Et donc, bien sûr qu'on va aller souvent au Rwanda. Et je me rappelle une fois, je devais prendre, à l'époque, les vols internationaux n'arrivaient pas directement à Goma. On devait aller directement sur Kigali. Et quand tu arrives à l'aéroport, on me dit, ah, Baouma. Et puis il me regarde. Il regarde mon passeport. Baouma. C'est quoi le nom de ton père? Ça, c'est au Rwanda. Ça, c'est les Rwandais qui me demandent. Et il me pose une question. Il me salue en Kinyarwanda, parce que tout le monde à Goma sait répondre en Kinyarwanda. Et donc, je lui réponds. Il me demande une deuxième question. Je lui dis, je n'entends pas. Il me dit, ah, c'est quoi le nom de ta mère? Je dis, ma mère, elle est d'où? Je lui dis, elle est de Walikale. Il me dit, non, il faut me dire la vérité. Où est-ce que vous avez trouvé ce passeport? Je lui dis, je suis congolaise. Ils me disent, non, vous n'êtes pas congolaise. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. À Kigali, à Gisenyi. On vous considère comme étant oui, Tutsi. Oui, oui, absolument. Si je marche dans la rue, je leur dis, oui, oui. On ne va pas savoir que je suis congolaise ou pas. Voilà, je passe. Mais moi, avec mon long nez ici, moi je suis du sud de la RDC. Et parfois être considéré et prise à partie comme... Et ça vous fait quoi quand tout le temps on vous répète cela et on vous stigmatise, entre guillemets? Pour moi, je suis plus dans une dynamique constructive. Je ne suis pas sur le fait de regarder les populations seulement sur leur faciès. Non.
Alors si je leur ici me dis, ben je dis écoute, de toutes les façons nous sommes tous un même peuple. Nous avons, comme on l'a dit, nous sommes tous issus des migrations, voyez-vous. Et pour moi, je suis plus sur la reconstruction que sur cette stigmatisation. À chaque fois que l'on mélancera cela, c'est une opportunité pour moi de rappeler comment, voilà, nous devons vivre en communauté, comment le bienfait d'être diversifié, même si on se ressemble, ça veut dire que tu peux me voir, tu penses que je suis des tiens, mais que, voilà, nous pouvons nous soutenir autrement que de se faire la guerre. Professeur José Adolphe Voto, pensez-vous que c'est l'arme maintenant utilisée par l'ennemi, le Rwanda, qui est aux manœuvres aujourd'hui aux côtés de M23 pour installer davantage l'hégémonie rwandaise en RDC et continuer à piller les richesses, diviser pour mieux régner? J'ai beaucoup apprécié les témoignages de la princesse. Au Rwanda, elle est identifiée comme une Tutsi, comme une Rwandaise. Au Congo, elle est identifiée comme une Tutsi. Et les Congolais, c'est pas méchanceté. Je rappelle que dans ces pays, les Balouba sont stigmatisés. Les Bangala sont stigmatisés. On dit, ah vous, vous êtes brutaux, tout ça. Ah vous, vous êtes ceci, vous êtes... Il y a même des termes qui sont utilisés, yo mouyaka. Yo mouyaka, tout ça. Yo mouluba yo. Alors, mouswahili. Oui, mais c'est pas... Elle a dit, c'est pas juste en venir à vous agresser. Non. Mais ça existe pour toutes les communautés. Mais les politiques, pas seulement à Kigali, même les politiques au Congo, ils récupèrent ça et ils en font un fonds de commerce. On a dit ici, et je suis heureux que Enoch dise ici, qu'au Kivu même, il n'y a pas de communautés qui se rentrent dedans. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'affrontement. Mais les politiques, même les politiques touti congolais, au lieu de se définir comme des Congolais en pas à part entière, ils se définissent comme des Congolais entièrement à part. Les concepts de minorité, ce n'est pas un concept congolais. On l'a répété ici. C'est un concept rwandais. C'est au Rwanda qu'il y a des communautés. Alors, quand les Tutsis se retrouvent au Congo, qu'on leur pointe du doigt, toi tu es Tutsi, hein? Il dit non, moi je suis minorité. Non, il n'y a pas de minorité. D'où vient le terme minorité au Congo? Ça n'a pas de sens. Donc, les politiques congolais récupèrent ça, et vous savez, la genèse de cette guerre qui a commencé avec les Bayamulenge. Quand la guerre a commencé, on n'a pas parlé de la guerre de l'Afdel. 2 semaines durant, on a parlé de la révolte de Bayamulenge. C'est ça la genèse de cette guerre. Bon, que les Bayamulenge disent qu'on ne nous reconnaît pas comme Congolais, et nous voulons avoir la nationalité, monsieur le ministre l'a dit, ça a été réglé. En 1960. En disant, on dit... Tout celui qui était sur le sol congolais ce jour-là. J'ai voté contre ces... Voilà. J'étais à l'Assemblée, je vais m'exprimer. Mais soit. Vous aurez le temps de vous exprimer. Toute personne qui se retrouve sur le territoire congolais de papa de 1960 est congolais. Donc, ce problème-là est réglé. Mais, alors, la preuve, c'est qu'on a eu des Tutsis dans toutes les institutions. Même jusqu'à aujourd'hui, ils sont ministres, ils sont généraux, ils sont DG, ils sont partout. Mais pourquoi on continue à réclamer cette affaire des minorités, d'abord par les Tutsis congolais, qui donnent des béquilles à Kagame, qui se donnent le droit de venir protéger la minorité Tutsi au Congo. Donc je crois que nos frères Tutsis du Congo doivent aussi s'assumer. Ils doivent dire à Kagame, nous, on n'est pas en danger ici. Ah, vous voulez dire qu'ils ne se prononcent pas par rapport au conflit qu'il y a dans l'Est? Mais c'est le travail que nous devons faire, nous tous. Parce que Kagame vient, le prétexte de Kagame, c'est que, bon, même si l'autre prétexte avant c'était exterminer les Hutus, pour qui sont tous les Hutus sont génocidaires. Deuxièmement, pour prendre la terre, pour donner de l'extension au Rwanda, prendre des minéraux. Mais le fond du commerce, c'est que je viens protéger les Tutsis, qui sont minoritaires au Congo. Donc je crois que, et nous, et surtout, nos frères Tutsis du Congo, nous devons nous rassembler et dire clairement à Kagame, c'est ce que vous n'avez pas le droit. Parce que les communautés transfrontalières, il y en a partout. Il y en a en Angola, il y en a en Congo-Brazza, il y en a en Centrafrique, il y en a partout. Même au sud de la RDC, il y a des Bemba au Congo, partout. Il y a des Babemba en Zambie, pas tous la même langue. Pourquoi seulement le Tutsi doivent être protégés au Congo par Kagame?
Si tous les pays voisins devaient venir chercher à protéger leur communauté au Congo, le Congo n'existerait plus. Merci, professeur José Adolphe Voto. J'ai vu l'honorable Enoch Sebineza. Il voulait ajouter quelque chose. Je voudrais savoir si vous aussi, vous avez été déjà stigmatisé, parce qu'au début, quand on échangeait sur cette émission au sujet des thèmes que nous devions aborder, par exemple dans les territoires d'Ouvira, la ville d'Ouvira, dans le sud Kivu, il y a les Bafulero, les Bavira, il y a les Banyamulenge. Est-ce que vous avez déjà été une fois stigmatisé parce que vous appartenez à la communauté Banyamulenge? Parce qu'il y a d'ailleurs des gens, toujours dans le sud, qui se posent des questions, où localiser les terres des Banyamulenge? Parce que vous avez dit que vous êtes le fruit, entre guillemets, de la migration. Donc tous les peuples qui sont dans le sud Kivu, ils habitent le sud Kivu du fait de la migration. Est-ce que vous avez déjà été stigmatisé une fois parce que vous appartenez à la communauté Banyamulenge? Merci beaucoup. Être stigmatisé au sud Kivu, je ne le pense pas, puisque on se connaît tous. Moi, je pense même sur ce plateau, je suis le doyen. Au sud Kivu, on ne peut pas se stigmatiser. Là, je vais le répéter, et je pense on va évoluer, puisque vous nous avez dit qu'on va évoquer la question des discours politiques, des discours de haine, et nous sommes en train de l'évoquer déjà. On l'a déjà dit, on ne va pas continuer à le répéter. Et d'ailleurs, je pense que nous disons la même chose. Que ce soit le ministre Julien, le professeur, madame, nous disons la même chose. Ce que le Rwanda fait au Congo, moi ici, j'ai commencé à dénoncer le Rwanda depuis l'AFDL. La présence des troupes rwandaises chez nous ici depuis l'AFDL. Au début, j'avais participé même au premier texte de l'AFDL. Le 22 décembre 1996, le 23 décembre, les autorités rwandaises nous ont réunis pour nous demander de quitter le Congo, les Banyamulenge, de quitter le Congo, que tous on nous amène à Kibuye au Rwanda. On a refusé. Et moi et d'autres, à part peut-être encore une minorité de certains politiciens qui sont partis avec l'AFDL, le RCD, ainsi de suite, peut-être, mais je ne sais pas, aujourd'hui. Et je vais souligner que même aujourd'hui, ma communauté, les Banyamulenge, ne sont pas associés, n'ont jamais été associés à la guerre du M23, que ce soit la première version et la deuxième aujourd'hui. Le Rwanda a échoué de mobiliser les jeunes Banyamulenge, des milliers qui sont réfugiés au Burundi, au Rwanda même, en Ouganda et au Kenya. Le Rwanda a échoué de les mobiliser dans la guerre du M23. Nous apprenons qu'aujourd'hui, ils vont tenter de recruter des politiciens qui vont encore faire des déclarations de l'autre côté pour solliciter justement un climat contre ceux qui sont à Lubumbashi, au Katanga, ceux qui sont au Kassai, ceux qui sont ailleurs. Et donc, ce que je voulais souligner, c'est que si nous ne faisons pas attention avec ce qui se passe, le Rwanda, en fait, exploite, c'est vrai, on l'a dit, il n'y a pas de conflit entre les communautés, mais les discours des politiciens, le Rwanda les exploite. Dans les discours de haine de certains politiciens. Le Rwanda les exploite. Si vous essayez de voir, le Rwanda a créé, on appelle ça, j'ai vu quelqu'un écrire, il dit une armée numérique. Il y a beaucoup de comptes Twitter,
que sur Avec la des RDC, noms des Congolais. chaque discours prononcé par un politique congolais, par un politicien, il est automatiquement... Je vais vous dire qu'aujourd'hui, bon, on a les membres de notre communauté hier qui ont été arrêtés à Bukavu. Je vis un certain Maïcha. Aujourd'hui, il a tweeté, il dit on a arrêté les Banyamulenge à cause de leur faciès à Bukavu. Ces garçons, je les connais, c'était Moshi de Walungu, qui aujourd'hui est au Rwanda. Et il fait la communication justement pour le Rwanda. Je crois... Enoch Sebineza, peut-être, Oui. je reviens d'une autre manière. Est-ce que vous, personnellement, vous avez dit au Kivu, ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous avez déjà été stigmatisé, pris à partie à cause de votre faciès, même ici à Kinshasa, quand vous vous promenez? Parce que le chef de l'État a condamné fermement lors du briefing, du dernier briefing presse, il a condamné fermement la stigmatisation et promis des sanctions très sévères contre tout celui qui s'adonnerait à cette pratique. Il a dit plusieurs fois d'ailleurs, lors du briefing, et même des messages qui sont passés ici sur les antennes de la RTNC. Il y a même des messages vidéo qui sont en train de circuler pour condamner justement. Est-ce que vous avez été victime? Oui, bon, bien sûr. Bien sûr, la morphologie, le faciès, c'est, avec les réseaux sociaux, vous les suivez, et avec notre diaspora aussi, ceux qui sont à l'extérieur, qui ne savent même pas, des jeunes gens qui ont grandi à l'extérieur. Je l'ai dit là où nous étions assis en train de venir ici, pendant la transition, c'est vraiment une sorte d'anecdote, encore une fois. Je devais être reçu quelque part, ici à Kinshasa. J'étais député à l'Assemblée. Je me présente aux policiers qui étaient à garde. Je présente ma carte du Parlement, de légitimation du Parlement. Il devait noter quelque part. Il me semble qu'il y avait une rubrique où on devait écrire nationalité, je ne sais pas. Il m'a regardé la figure, il m'a posé la question, il a regardé la photo, la figure, il a dit « Osa nationalité nini ?» J'ai ri. Il était embarrassé. Le pauvre. C'est comme si on lui avait appris que quelqu'un qui ressemble à moi, il ne peut pas être... J'avais ma carte de Parlement. Mais ça ce sont des détails. Le problème vient quand il y a des tensions aujourd'hui entre le Congo et le Rwanda. Et il y a des réactions de certains Congolais. Vous vous rappelez quand Bunagana était tombé, il y a de jeunes gens qui sont sortis ici à Kinshasa, même le ministre de l'Intérieur à l'époque. Et c'est ça, en fait. Et ça a été vite étouffé, dénoncé. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que si on ne fait pas attention au niveau politique, puisque tout est politique, tout naît de la politique. Et c'est encore la politique qui doit tout éteindre. Merci Enoch. C'est encore la politique qui doit tout éteindre. Julien Paluku, je sais que c'est un cas isolé, un cas isolé parmi tant d'autres. Les communautés congolaises vivent en symbiose, en parfaite harmonie depuis des lustres. Je ne pense pas, vous l'avez dit d'ailleurs, si c'est une communauté qui est indexée ou si c'est une ethnie qui est indexée sur les 450, donc il faut encore compter avec les 449 restantes pour arriver à les mobiliser et pour qu'on puisse parler pratiquement génocide ou guerre fratricide communautaire. Julien Paluku, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de méli-mélo quand on parle des Hutus rwandais que Kagame est en train de poursuivre au Congo? Effectivement, c'est quel Hutu? Selon quel est les principes de démarcation de ces Hutus rwandais qui ont fui le Rwanda vers le Congo et ces Hutus congolais qui ont pratiquement la même physionomie? Comment les démarquer? Oui, je voudrais d'abord rappeler à toute l'opinion que le président Kagame a bâti sa gouvernance sur fond d'une crise identitaire. Parce que, vous vous rappelez, avant le génocide rwandais, il y avait déjà un certain partage des pouvoirs qui devait s'organiser au Rwanda entre Hutus et Tutsis.
Et même, pour ceux qui connaissent l'histoire, la rébellion du FPR à l'époque avait déjà envoyé presque un bataillon dans la ville de Kigali qui était composé essentiellement des militaires Tutsi, si on peut le dire, qui devaient intégrer la gouvernance après les accords d'Arusha. Et le président Abiyarimana, le président Tayiramira du Burundi sont abattus le 6 avril 1994. Et on n'en parle pas trop. Et la crise commence. D'ailleurs, il insiste, on ne parle pas trop de la mort de deux présidents. Il y a même, et c'est très grave, lorsqu'on célèbre les génocides, il y a des chefs d'État qui ne parlent même pas de leurs anciens collègues. C'est quand même grave qu'on célèbre un événement, mais on ne fait pas référence à deux personnalités importantes dans la région de Grand Lac qui sont morts dans ces crashs-là. Donc je disais, le président rwandais a battu sa gouvernance sur fond d'une crise identitaire entre Hutu et Tutsi. Et c'est cette crise identitaire qu'il a tendance à vouloir exporter vers la RDC pour faire voir qu'il y a aussi une crise entre Hutu et Tutsi. Et c'est pourquoi, ayant été gouverneur, moi je pense que le concept de Hutu et de Tutsi doit disparaître dans le vocabulaire congolais. Si on continue à alimenter les discours de Hutu et Tutsi, on sera en train de piéger, disons de tomber dans le piège de Kagame. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai été gouverneur pendant 12 ans, j'ai eu ministre des Finances, s'il vous plaît, qui est de l'ethnie Tutsi. Mais moi, je ne le considérais pas comme Tutsi. Je le considérais comme Congolais. C'est mon ministre des Finances, qui a fait 7 ans au ministère des Finances. J'ai eu un directeur de cabinet adjoint, qui est Tutsi, que j'ai pris par ses compétences. Donc ça veut dire qu'il y a des faux débats qu'on a toujours voulu amener ici pour transporter une crise d'ailleurs vers la République démocratique du Congo. Donc pour moi, il y a des Hutus au Congo, il y a des Tutsis au Congo. La preuve, c'est que dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Rutshuru, il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont de l'ethnie Hutu. Pourquoi est-ce que c'est quand il s'agit des Hutus et des Tutsis qu'on doit singulariser les ethnies? Mais quand il s'agit des Babemba, on ne dit pas qu'à l'Assemblée, il y a 3 députés Babemba. Hein? Pourquoi est-ce qu'on veut singulariser pour dire, est-ce qu'il y a des députés Tutsi ou des députés Hutu à l'Assemblée? Donc, on nous a amené un conflit identitaire dans notre pays qu'on veut répandre ici. Et donc, il y a des gens de la communauté Tutsi, des gens de la communauté Hutu, des gens de la communauté Banyamulenge, qui sont dans les institutions que nous devrions considérer comme nos confrères, comme nos consoeurs congolais avec lesquels nous sommes. Si on s'arrête à ça, on va effectivement éviter les pièges qu'on nous tend le plus souvent. Et donc, ayant été gouverneur de cette province, ayant été avec tout le monde, nous avions ce qu'on appelle les barzans intercommunautaires. C'est une structure qui réunit en fait toutes les communautés au sein de laquelle, lorsqu'il y a des petits problèmes, on les traite en interne. Alors, les mauvais et les bons, il y en aura partout. Chez les Nande qui est ma communauté, chez les Nyanga, chez les Hunde, chez les Tutsi, chez les Banyamulenge, il y aura des bons et des mauvais. Alors, les pièges dans lesquels nous les petits tombons, problèmes ne manquent toujours pas. c'est la globalisation. La généralisation. Quand quelqu'un de l'ethnie Tutsi s'allie, par exemple, au M23, la tendance générale, c'est de dire, voilà, les Tutsis sont au M23. Quand quelqu'un de l'ethnie Hutu s'allie à tel mouvement, on dit, voilà, les Hutus sont allés dans telle organisation. Donc, là, les pièges que nous devons éviter, c'est cette globalisation des actions individuelles. Lorsque des individus posent des actions, ils doivent être poursuivis comme tels. Il y aura, j'ai toujours dit quand j'étais gouverneur, que personne, et alors personne, n'a choisi de naître dans sa communauté. Est-ce que vous avez déjà assisté à des mariages entre Hutu et Tutsi, de par votre expérience de gouverneur? Oui, c'est ce que j'ai dit. On doit éviter de commencer à parler de Hutu et Tutsi parce qu'il y a des mariages entre ces personnes-là. Ce sont des gens qui se considèrent comme des Congolais entre eux. C'est quand seulement cette crise identitaire de l'extérieur nous est amenée à l'intérieur que quand vous avez une épouse Tutsi ou Hutu, vous commencez à dire, ah bon, elle est quand même Tutsi. Alors que quand vous vous êtes marié, vous ne vous étiez pas basé sur l'identité de la personne, vous étiez basé sur la considération que vous avez envers elle. Donc, le vocable Hutu et Tutsi, pour moi, qui est un vocable purement rwandais, doit disparaître de
des vocabulaires congolais. Et c'est la raison pour laquelle, dans les territoires de Massissi, on a appelé la chefferie qui abrite les personnes d'expression rwandaise, la chefferie de Bouicha. C'est-à-dire, c'était pour éviter que l'on ne dise chefferie de Bahutu. Parce que si on continue à dire chefferie de Bahutu, ça allait accentuer effectivement la crise identitaire entre les autres communautés et les communautés d'expression rwandaise. Merci pour cette C'est important de pouvoir restituer cela à l'opinion pour bannir cette classification ethnique dans la classification congolaise. Si nous nous considérons comme des gens du Nord Kivu, par exemple, les habitants du Sud Kivu, vous allez trouver qu'il n'y a pas de problème. Avec Enoch, lorsque nous sommes ensemble, il n'y a pas de problème. Mais si les frères d'Enoch rejoignent les M23, on aura tendance à dire que non, voilà Enoch, ton frère est parti, toi tu es resté ici en train de nous filer. Demain, ce sera ton tour pour y aller. C'est cette globalisation pour moi qu'il faut éviter. Et si on l'évite... Une globalisation à éviter. Merci, monsieur le ministre. Joseph Voto, vous avez ajouté par rapport... Est-ce qu'il faut mettre en exergue la tribu, l'ethnie, pour contribuer au développement d'un pays, d'un peuple? Parce que je sais, quand vous êtes aux États-Unis, la comparaison n'est pas raison. C'est vraiment un pays cosmopolite. Il y a des Chinois américains, il y a des Asiatiques qui sont là-bas et tout le monde, ils vivent dans une symbiose totale, mais pourvu d'accepter de vivre dans le respect des lois du pays. Oui, il n'en était pas ici. Avant 1990, avant 1994, on a vécu ici en symbiose. La preuve, monsieur le ministre a donné les cas de Tutsis qui ont été élus dans des territoires qui peuvent être considérés, entre guillemets, comme minoritaires. Donc je crois qu'il revient d'une part aux 459 ou 458 autres ethnies congolaises à faire des efforts pour ne pas pointer les Tutsis ou les Hutus du doigt, parce que ça le gêne. Ce qui est bon, c'est que Enoch l'a dit ici, ils n'y vont pas jusqu'à l'agression, mais c'est des propos verbaux qui gênent. Mais il revient aussi d'autre part à nos frères Tutsis qui sont parfois aussi ballottés. Ils sont ballottés dans la tendance de vouloir être traités au Congo comme s'ils étaient au Rwanda. C'est-à-dire traités comme une minorité, être représentés dans toutes les institutions, avoir part à tout, alors que les 480 ethnies, c'est chacun qui se bat. On ne te nomme pas, vous n'êtes pas directeur à la RTNC parce que vous êtes Babembe ou quoi. Non, ce n'est pas une représentativité ici. On est tous Congolais, on se bat, c'est la méritocratie. Mais il ne faut pas que les Tutsis au Congo aient l'impression qu'ils doivent être représentés parce qu'ils sont Tutsis. Non, c'est aussi une ségrégation. Même s'ils appellent ça une ségrégation positive. Mais c'est ça qui les met à côté. Et d'autre part, ils sont ballottés aussi entre la tendance de regarder de l'autre côté de la frontière avec le discours de Kagame qui dit non mais moi, venez, moi je dois vous rassembler pour former un Tutsi-land, avoir notre territoire à nous qui doit prendre les Kivu et tout ça. Et ça devient tentant. Ça devient tentant pour eux. Je crois que, comme je l'ai dit, ils doivent se décider pour être des Congolais à part entière. Et non des Congolais à part. Ajouter quelque chose rapidement, parce que je dois prendre Linda. Oui, j'ai l'impression que le prof dit une chose et son contraire. Ici, on a évolué en fait. On a évolué pour dire qu'entre les 450 tribus, il n'y a pas de problème. Alors le problème se trouve où? Les problèmes se trouvent au niveau des leaders politiques qui instrumentalisent justement les communautés. Et tous les conflits que nous avons, c'est comme ça. Ce qui s'est passé au Katanga à l'époque avec les Baluba, c'était encore des politiques, des discours politiques. Je pense que ce qui se passe ici à proximité de Kinshasa, ça doit être encore derrière ça des politiques. Même ce qui s'est passé au Rwanda et au Burundi, c'est une mauvaise politique. Les Hutus et les Tutsis au Burundi se marient, se vivent ensemble, mais dès que la politique est venue. Et là où je dis que vous semblez dire une chose et son contraire, il ne faut pas justement continuer à dire les Banyamulenge. Ces Banyamulenge, c'est qui? Les Banyamulenge dont on parle des Banyamulenge, ce sont des femmes et des enfants, des vieillards qui sont au village.
Vous, profs, ici, vous ne les avez jamais entendus parler. Ceux-là que vous entendez peut-être, ce sont des politiques. Et encore une fois, des politiques. Comme dans toutes les autres communautés. Et les jours où on peut mobiliser une communauté contre une autre, c'est toujours les politiques. Et je voudrais que c'est un discours qui doit cesser justement, ce discours qui soulève une communauté contre une autre. Être faites pour la paix chez nous ici, et pour éviter de continuer à donner prétexte justement aux pays comme le Rwanda, peut-être qui sait, dans l'avenir, Merci, peut-être l'Angola. Merci honorable Enoch Sebineza, c'est un détail très important. Donc c'est la politique qui joue qui est la manette pour instrumentaliser les communautés, soulever une communauté contre une autre pour des intérêts dont on ignore. Je vais prendre justement la princesse Linda. Vous êtes parmi les initiateurs du festival Amani. On n'en parle plus. Hein. C'était un festival qui rassemblait les communautés de tous bords et qui les rapprochait, qui prêchait les vivre ensemble. Où en est-on avec ces festivals? Alors déjà, pour parler du festival Amani, je pourrais revenir sur ce que l'honorable Enoch a dit. On entend beaucoup trop le son de la politique et de la manipulation, alors que nous avons beaucoup d'éléments qui nous unissent. Beaucoup d'éléments qui nous unissent et tout passe par la culture. Le festival Amani a commencé en 2013 et lorsqu'on parlait de Goma, à l'époque, on parlait de la capitale mondiale des violences sexuelles, on parlait des conflits, on parlait des stigmatisations, on parlait de tous les mots, même d'empoisonnement, je pense, à travers la République. Alors que chez nous, on pense au vivre ensemble, nous vivons ensemble tous les jours. Alors il fallait redonner cette image de Goma, montrer qu'on est capable de vivre ensemble. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que, comme on a dit, tous les jours, il y a les petits commerçants qui traversent les frontières. Tous les jours, il y a des gens qui voyagent à travers un pays ou un autre. Quand il y a des vacances qu'ils vont prendre, ils vont peut-être aller au Burundi ou au Rwanda, n'est-ce pas? Et eux de même. Et donc, comment faire en sorte que toute la population, tant du Nord Kivu que des pays des Grands Lacs, puisse venir et célébrer la paix? Avoir un espace où on va se regarder, on va se prendre par la main et on va célébrer la paix parce qu'on peut vivre ensemble. Et l'espace, c'est le festival Amani. Et c'est comme ça qu'est né le festival Amani. Aujourd'hui, la 10e édition du festival devrait avoir lieu en février. Mais comme vous le savez, en février, Goma n'était pas assez sécure. Il ne l'est pas encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a été reporté. Mais le festival a beaucoup apporté à travers les plaidoyers pour la paix à l'est de la RDC, notamment à l'époque avec Martin Kobler. Après, le gouvernement congolais s'est beaucoup impliqué. À l'époque, M. Julien était gouverneur et il ne manquait pas de participer au festival Amani qu'il soutenait. On a eu aussi, après, le gouvernement national qui s'est impliqué davantage pour montrer qu'on peut avoir d'autres espaces où on peut reconstruire la paix. Parce que lorsque le sort nous vient et nous frappe, on est tous concernés. Et là, j'aimerais parler de quelque chose quand même pour sortir de ce cadre seulement de conflit armé. Lorsqu'il y a eu le volcan à Goma, n'est-ce pas? Il coule vers Goma. La population de Goma se déplace. On ne regarde pas qui est qui. On s'accueille. Et ça, c'est l'esprit du Nord Kivu. Et ça, c'est l'esprit que nous avons. Aujourd'hui, les jeunes de Goma le manifestent aussi à travers une autre initiative qui s'appelle Goma Actif, qui, depuis que les populations sont autour de Goma dans les camps des déplacés, tous les jours, ils vont préparer de la bouillie le matin et à midi, un repas pour tous les déplacés. C'est une dynamique de résilience qui est en train de se construire au niveau du Nord Kivu. Fait par les jeunes, financée par les jeunes eux-mêmes du Nord Kivu, sans regarder qui est qui. Parce qu'on est tous frappés par le même sort. Et quand les politiques s'en mêlent, c'est maintenant les discours de crise identitaire. Là, il peut y avoir de la manipulation, mais ce qui est intéressant, c'est que les politiques savent que lorsqu'ils arrivent au festival Amani, ou bien qu'ils viennent dans le Goma Actif, ils viennent comme Congolais. Ils ne viennent pas comme politiques, pas de casquettes. On est tous un même peuple. Julien Paloukou, nous sommes en train de terminer cette émission. J'ai sur ma main un recueil à noter
des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies sur la République démocratique du Congo de 1960 à 2023. Donc c'est un livre en 3 tomes, 300 pages pour le premier tome, et ainsi pour les autres. C'est 800 au total. C'est donc 800 pages. Vous avez eu vraiment beaucoup de temps pour écrire ça. Vous avez juste fait une compilation de toutes les résolutions qui ont été prises au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies du Conseil de sécurité. Et pour quelle finalité? Parce que souvent les résolutions sont prises et ne sont pas appliquées. Oui, la motivation que j'ai, c'est d'abord comme chercheur aussi. Les gens me connaissent comme gouverneur ou comme ministre, mais je dois dire que je suis chercheur. Je suis doctorant à l'Université de Kinshasa. Et donc, je suis intéressé par la thématique de paix et sécurité. Voilà pourquoi j'ai constaté que les peuples congolais ne lisent pas souvent ce que les Nations unies font de la République ou veulent de la République démocratique du Congo. Et je suis allé fouiller pour dire, mais comment je peux contribuer à l'émergence d'une connaissance positive sur les Nations unies. J'ai rassemblé toutes les résolutions et de l'Assemblée générale qui se réunit chaque année. Vous savez, il y a les assemblées du mois de septembre, le 21. Vous voyez, les chefs d'État se rendent là-bas, ils passent à la tribune, ils parlent. Alors, il y a des résolutions qui sont prises par l'Assemblée générale et des résolutions qui sont prises par les conseils de sécurité des Nations unies. Des Nations unies. Alors, j'ai rassemblé, en regroupant ces résolutions en 3 périodes. La première qui part de la fondation de la République, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à 2006, parce que j'ai considéré que c'est une étape où la République était en train de naître, avec les premiers mouvements d'insurrection qu'on a vus en 1996, jusqu'aux premières élections. J'ai rassemblé 94 résolutions au total. J'ai pris maintenant la période de l'avènement de la démocratie avec les premières élections qui ont porté Joseph Kabila au pouvoir, de 2007 à 2018. Là, on a autour de 46 résolutions. Et j'ai pris la dernière période du premier mandat du président Félix, de 2019 à 2023. Alors, lorsque vous voyez ces résolutions, effectivement, elles ont beaucoup contribué à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Alors, on a souvent stigmatisé, comme on le fait dans les communautés, on a souvent stigmatisé les Nations unies, mais on n'a jamais posé la question à la République démocratique du Congo, ce qu'elle fait des résolutions votées par les Nations unies. Parce qu'il y a des obligations et des Nations unies et de la République qui est bénéficiée de ces résolutions-là. Je vous donne un exemple. Vous avez une résolution qui parle de la réforme du secteur de sécurité. Là, c'est l'armée, c'est la police, c'est la justice. Lorsqu'on demande à la RDC de construire une armée, de construire une police, de construire une justice, depuis tous ces temps-là, est-ce que c'est encore cette communauté internationale qui nous a empêchés, pendant toute cette période, de pouvoir mettre en place tous ces outils? Aujourd'hui, vous voyez le président de la République en train, finalement, de construire cette armée-là, comme pour dire qu'il y avait quand même une crise. Notamment donc, avec la loi de la programmation. Et donc, ces résolutions ici permettent quand même de sortir de ce que le professeur Bongeli appelle le négativisme exclusif. Parce que le négativisme exclusif n'est pas du domaine du scientifique. Hein? On ne doit pas tout nier. C'est comme les gens qui font la négation du génocide. Non. On ne doit pas faire un négativisme exclusif d'un fait réel qui existe. C'est pourquoi j'ai rassemblé toutes ces résolutions pour que les peuples congolais, les intellectuels congolais puissent s'en apercevoir. Nous allons organiser une émission spécialisée dégager les responsabilités des uns et des autres. Ces 3 tomes, c'est 800 pages qu'on ne peut pas décortiquer en une émission de 30 minutes, 45 minutes. Peut-être que ce sera le dernier mot pour l'honorable Enoch. En 30 secondes, un message pour tous ces Congolais qui vous suivent à Massissi, qui vous suivent sous la plaine de la Ruzizi, qui vous suivent dans le Rutshuru. Plaine de la Ruzizi, territoire d'Ouvira, tout territoire d'Ouvira, Fizi, Baraka, Mwenga, à Luberizi, partout. Je voulais dire ceci. Nos communautés cohabitent. Jusque récemment, moi je suis impliqué, je suis à Kinshasa, mais je suis aussi à Bukavu, à Ouvira. J'y vais d'ailleurs ce week-end. On continue à faire dialoguer nos communautés au niveau local. Mais comme le chef de l'État l'a si bien dit, nous devons faire attention, ne pas donner la béquille au Rwanda
par des politiciens véreux. On l'a vu pendant même cette campagne, j'étais à Ouvira, pendant la campagne, il y a eu des discours d'incitation des communautés contre. Et cela doit cesser. Merci, honorable Enoch. Professeur José Adolfo Voto. Merci beaucoup. Dans son dernier discours à l'occasion de la commémoration de 30 ans sur les génocides, le Kagame a pratiquement remercié les Zaïrois de l'époque pour avoir accueilli les Rwandais. Et c'est ce que sont les Zaïrois, c'est ce que sont les Congolais. Donc, même avec les Rwandais qui sont au Rwanda, nous avons toujours vécu ensemble. Donc, je vois très mal qu'aujourd'hui, que les gens se rentrent dedans. Il y a des incidents, ça existe. On peut peut-être indexer quelqu'un, ça existe. Mais je crois que nous pouvons vivre ensemble dans la paix comme on a toujours vécu. Princesse Linda Bauma. Alors pour moi, le message, c'est tout simplement à tous les Congolais de donner une chance à ceux qui nous reconstruisent et faire taire tout ce qui essaie de nous diviser. Soyons plus conscients, soyons tous ensemble plus matures par rapport à tous ces débats et manipulations et regardons un peu plus loin notre nation, reconstruisons-la beaucoup plus fort. Donc, ne pas céder au discours de la haine. Ne pas céder au discours de la haine. Vous partagez les mêmes avis en termes de messages pour terminer cette émission. Je vais surprendre beaucoup de gens pour dire que entre Goma et Gisenyi, la frontière congolaise et la frontière rwandaise, il y a 60 000 passages par jour des Rwandais et des Congolais de part et d'autre. Comme pour dire qu'il n'y a pas de problème entre le peuple rwandais et le peuple congolais, et le président l'a répété. Tous les co-débatteurs ici ont reconnu que le problème se situe au niveau politique. En fait, le Rwanda nous entraîne dans son combat de gagner le pouvoir sur base d'une crise identitaire. Et l'interpellation que j'ai faite, c'est d'éviter de tomber dans les pièges nous tendus. Les problèmes des Rwandais doivent rester au Rwanda. Nous, les Congolais, nous devons résoudre nos problèmes en interne et nous en avons la capacité parce que tout le monde a reconnu ici qu'il n'y a jamais une ethnie qui s'est montée contre une autre pour chercher à l'exterminer. Ce sont des faux débats en RDC, mais ce sont des vrais débats au Rwanda et au Burundi. C'est ça ma conclusion, que tous les Congolais se considèrent comme des frères et sœurs et on l'a expérimenté. Depuis 1960, si nous nous comportons ainsi et nous évacuons cette stigmatisation qui est un fait du Rwanda, je pense que la RDC va retrouver son sourire comme ça l'a été et tous nous allons nous mettre pour affronter toutes ces rébellions et ces guerres qui naissent sur fond d'alimentation d'une crise identitaire qui n'existe pas dans notre pays. Merci à tous nos invités. Le message est passé. Il n'y a pas de crise identitaire en République démocratique du Congo, moins encore de problèmes entre communautés, à part des petits problèmes isolés, qui n'ont rien à voir avec la globalisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci à Linda Bauma, la princesse. Merci au professeur José Adolphe Voto. Merci à l'honorable Enoch Sebinza. Merci beaucoup. Merci au ministre Julien Paluka-Ongien. Surtout, merci à vous tous qui nous avez suivis, qui avez prêté attention à cet échange. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Excellente soirée à tous. À la prochaine.